Elle n'était qu'une passagère parmi tant d'autres, attendant son vol dans un aéroport animé. Impeccablement vêtue et calme, elle se fondait parfaitement dans la masse. Pourtant, pour deux agents de l'aéroport et une riche femme blanche à proximité, sa présence en tant que Latina prospère était une distraction malvenue. Ils l'ont interpellée sans raison et l'ont soumise à une avalanche de questions biaisées sur son billet en classe affaires et ses finances, des questions auxquelles aucun voyageur blanc ne serait jamais confronté. Lorsqu'elle a protesté, exigeant le respect et les droits civiques fondamentaux auxquels elle avait droit, l'enfer s'est déchaîné. Ils ont proféré des insultes cruelles, des accusations calomnieuses visant son origine ethnique, et leurs propos ont résonné dans la foule médusée. Ils ont crié des menaces, et le pire s'est produit, ils l'ont menottée sur place, sous les yeux de centaines de spectateurs. Humiliée et traitée comme une criminelle, elle a subi une dégradation publique alimentée par un racisme aveugle et des mensonges cruels. Mais dans leur arrogance et leur abus de pouvoir, ces deux policiers ont commis une terrible erreur, ils ignoraient totalement qui ils détenaient. Il ne s'agissait pas d'un voyageur ordinaire, ils escortaient l'une des personnalités les plus influentes du système judiciaire américain. Que se passerait-il lorsque la vérité éclaterait au commissariat de l'aéroport? Comment réagiraient les agents Thornton et Simmons en réalisant qui ils avaient agressé? Leurs excuses tardives pourraient-elles sauver quoi que ce soit? Et quel prix, eux et l'instigateur de tout cela, devraient-ils payer? Un vendredi après-midi, le terminal international vibrait d'une symphonie de chaos contrôlé. Les annonces de vol, parfaitement en anglais, se mêlaient à une douzaine d'autres langues dans les haut-parleurs. Le fracas des valises à roulettes sur le marbre poli, les rires, les sonneries de téléphone et les pleurs occasionnels d'un enfant fatigué se fondaient dans un rugissement singulier. L'air embaumait le café fraîchement moulu, les parfums de créateurs, la restauration rapide et l'air recyclé. D'immenses panneaux électroniques affichaient les arrivées et les départs en lettres vertes et rouges, stimulant le flux sanguin des voyageurs. À la porte C14, d'où le vol 622 de Frontier Airlines à destination de San Antonio s'apprêtait à décoller, tout le monde se pressait. Certains étaient assis, d'autres debout, quelques-uns consultaient leur téléphone tandis que d'autres lisaient, tous de plus en plus impatients. Près de l'entrée de la file d'embarquement prioritaire se tenait Elena Ramirez. Presque cinquantenaire, elle se tenait avec une gravité tranquille sérieuse, érudite, bien que visiblement lasse d'une conférence juridique de 3 jours. Vêtue d'un pantalon noir ajusté et d'un gilet léger, avec des chaussures à talons bas, à la fois pratiques et élégantes, elle avait l'air d'une professionnelle accomplie. Pas de bijoux tape à accent grave-l'œil, juste une montre élégante au poignet et un sac à main en cuir marron foncé de haute qualité posé à côté de son bagage à main. Voyageant seule, sans assistant ni agent de sécurité, elle profitait de l'attente pour consulter des documents importants sur sa tablette. Non loin derrière elle se tenait Madame Catherine Whitman, contrastant fortement avec la dignité posée de Ramirez. Blanche d'une 60aine d'années, Whitman portait des griffes de créateur de la tête aux pieds et des diamants scintillants, son maquillage soigneusement appliqué contrastant avec un air renfrogné. Elle consulta sa montre avec exaspération, soupira bruyamment et scruta la foule avec mépris, s'arrêtant pour fusiller Ramirez du regard comme si elle n'avait pas sa place dans la même file prioritaire. Selon son point de vue étroit et préjugé, une Latina ne pouvait tout simplement pas voyager en classe affaires. Marmonnant juste assez fort pour que les passants l'entendent, elle se plaignit que, tout le monde a la priorité maintenant, convaincue que le monde était devenu fou. Poussée par l'impatience et le privilège, Whitman s'avança pavanemment vers l'agent d'embarquement. « Salut-toi » lança-t-elle sèchement, le menton pointé vers Ramirez. « Pourquoi suis-je coincé à attendre avec cette femme ? Elle a l'air suspecte. Elle n'arrête pas de lorgner mon sac. Je ne me sens pas en sécurité à côté de gens comme elle. Ils ont dû utiliser de faux papiers pour entrer en première classe, vérifiez-la soigneusement. » Le jeune agent d'embarquement, gêné et perturbé par les accusations infondées de Whitman, tenta d'expliquer la procédure d'embarquement et de lui dire que Madame Ramirez bénéficiait bel et bien de tous les privilèges prioritaires. Mais Whitman refusa de l'écouter. Son éclat attira l'attention de 2 agents de patrouille, l'agent Mike Thornton, dont le visage la trahissait ses années de service et un soupçon de partialité implicite, et l'agent Jake Simmons, plus jeune et plus colérique. Saisissant l'occasion, Whitman s'est tourné vers les agents avec une fausse urgence. « Dieu merci, vous êtes là. Aidez-moi, s'il vous plaît. Cette Latina là-bas a un comportement suspect, elle n'arrête pas de me fixer, moi et mon sac. J'ai peur de voler avec quelqu'un comme elle. Vérifiez ses papiers, on ne peut pas laisser embarquer des personnes dangereuses. » Thornton, prédisposé à faire confiance à la femme blanche bien habillée, regarda immédiatement Ramirez avec suspicion. Simmons, désireux de faire ses preuves, l'imita.
Ils s'avancèrent vers Ramirez d'un pas lourd, augmentant délibérément la tension. Les passagers s'éparpillèrent à leur approche, observant la scène avec un mélange de stupeur et d'appréhension. « Madame », commença Thornton, s'efforçant d'adopter un ton neutre, pourtant teinté de coercition et d'irrespect, « pourriez-vous, s'il vous plaît, sortir de la file ? Nous devons vous parler en privé. » Bien que surprise par cette demande soudaine, Ramirez garda son sang-froid. Elle jeta un coup d'œil triomphant à Whitman, puis s'avança comme demandé. « Que puis-je faire pour vous, officier » demanda-t-elle d'une voix calme mais ferme. « Nous avons reçu une plainte d'un autre passager affirmant que vous avez un comportement suspect et que vous pourriez représenter un risque pour la sécurité », a déclaré Thornton sans détour, répétant les propos de Whitman comme s'il s'agissait d'un fait avéré. « Nous aimerions vérifier votre carte d'identité et votre carte d'embarquement. » Ramirez ouvrit son sac sans hésiter, sortit son permis de conduire et sa carte d'embarquement en classe affaires. « Voici mes documents valides, dit-elle. Mais je veux savoir exactement de quel comportement suspect je suis accusé et qui a déposé cette plainte. J'attendais simplement d'embarquer comme tout le monde. » Pourquoi tant de questions, interrompit Simmons, l'impatience s'emparant de lui. Quand la police vous pose des questions, vous coopérez. Votre attitude est suspecte. Thornton examina les documents, lut son nom Elena Ramirez et remarqua son allure impeccable de la tête aux pieds. Il esquissa un sourire narquois, l'insulte tacite mais pourtant claire, comment une femme qui vous ressemble peut-elle s'offrir un billet en première classe? Classe affaires, ricana-t-il. Quel est votre métier? Êtes-vous sûr que c'est votre billet? Sa plaisanterie ouvertement raciste et racisée brisa le silence. Ramirez sentit une bouffée de colère monter à ses joues, mais elle resta debout, refusant de se laisser intimider. Son visage était rouge d'indignation, mais elle garda fermement sa voix. Vous vous adressez à moi sur la base de préjugés personnels et de calomnies, et non sur la base de preuves tangibles. Le billet que j'ai utilisé pour voyager ou ma profession ne vous regarde pas, dans les limites de la loi. Elle croisa le regard de Thornton, puis de Simmons, d'un ton de plus en plus dur. Je suis citoyenne des États-Unis, une passagère en règle, et j'ai le droit d'être traitée avec respect et sans discrimination. Vos questions, vos propos et votre attitude sont inacceptables et constituent une grave violation de mes droits civiques et du code de conduite de la police. D'un geste mesuré, elle tendit la main. Maintenant, je veux que vous me rendiez mes papiers, ainsi que vos noms et numéros de badge à tous les deux. L'attitude provocatrice et inflexible de Ramirez et ses propos acérés ont frappé l'autorité suffisante à laquelle Thornton et Simmons s'étaient habitués. Ils s'attendaient à une soumission, surtout de la part des personnes de couleur, mais cette contestation les a mis en colère. Le visage de Simmons devint rouge cramoisi tandis qu'il s'approchait d'un air menaçant. « Comment oses-tu dire des bêtises? Pour qui te prends-tu? C'est nous qui faisons la loi ici. Tu crois pouvoir défier la police? » Thornton, lui aussi, perdit son sang-froid, ses traits vieillis se tordant de rage. « Insolente latine, à qui vous prenez-vous pour jouer, avocat? » ricana-t-il. « Nous avons le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité. Vous ne voulez plus embarquer sur ce vol, n'est-ce pas? Ou préférez-vous la prison? » Les deux agents se mirent à proférer ouvertement des injures racistes dans la zone d'embarquement bondée. Leurs voix s'élevèrent, attirant les regards horrifiés des passagers beaucoup visiblement bouleversés, mais trop effrayés pour intervenir. Le personnel de la porte d'embarquement tenta d'intervenir, mais Thornton les repoussa d'un geste méprisant. Malgré la colère et la douleur qui lui faisaient battre le cœur face à cette humiliation publique, Ramirez gardait sa dignité. Elle prit une grande inspiration. Vos actes ont largement outrepassé votre autorité. Vous serez tenu responsable de vos actes dans toute la mesure prévue par la loi. Assumez vos responsabilités. Thornton se moqua d'elle, les yeux pétillants de cruauté. Voyons voir qui est responsable. Elle est en état d'arrestation, arrêtez-la immédiatement pour trouble à l'ordre public à l'aéroport, désobéissance aux agents de service et menace à la sécurité aérienne. À cet ordre absurde, Simmons se précipita en avant et saisit le bras de Ramirez avec une force brutale. Elle recula, mais ne résista pas physiquement, elle savait que toute lutte ne ferait que leur donner une justification supplémentaire. « Vous n'avez pas le droit de faire ça. Lâchez-moi les mains !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans le silence tendu de la foule. Simmons ignora ses protestations. Il lui tira les bras dans le dos et, avec une cruauté calculée, lui enfonça le métal froid des menottes dans les poignets. Chaque claquement mordait sa chair, lui infligeant douleur et humiliation.
Tout cela se déroula devant des centaines de personnes à la porte C14. Ramirez fut brutalement emmené non pas vers la passerelle d'embarquement, mais vers le poste de sécurité de l'aéroport et le commissariat de police. Elle marchait le dos droit, préservant le peu de dignité qui lui restait, consciente des dizaines de regards curieux, compatissants, craintifs, peut-être même méprisants. Pourtant, son regard restait impassible, son esprit s'emballant tandis qu'elle cataloguait chaque visage et chaque détail, se préparant à sa prochaine action. Ils la guidèrent à travers des couloirs animés, le vacarme du terminal amplifiant son sentiment de honte, jusqu'au petit bureau de police improvisé de l'aéroport, caché dans un coin reculé du terminal. Dans la salle de réservation, un agent était assis derrière un bureau métallique. Thornton et Simmons racontèrent l'incident avec agressivité, dépeignant Ramirez comme un passager dangereux et perturbateur. L'agent de réception saisit machinalement son nom, son âge et son adresse dans l'ordinateur. Elle obéit silencieusement, d'une voix calme et claire, jusqu'à ce qu'il lui demande, comme d'habitude, « Quelle est votre profession ?» Thornton et Simmons se tenaient à proximité, les bras croisés, un sourire narquois et impatient. Ramirez inspira profondément, leva le menton et croisa le regard de l'agent. Puis, avec un calme glacial et une autorité indéniable, elle déclara « Je suis la juge en chef Elena Ramirez de la Cour d'appel des États-Unis. » L'espace d'un instant, la salle d'enregistrement exiguë se figea. L'agent laissa tomber son stylo, les yeux écarquillés, bouche bée. « Juge en chef de la Cour d'appel des États-Unis » balbutia-t-il en fixant sa carte d'identité, puis la fixant de nouveau, le front perlant de sueur. Il réalisa qu'il assistait à une catastrophe de la plus haute ampleur. Mais rien n'était comparable à la réaction de Thornton et Simmons. Leurs sourires narquois disparurent instantanément. Leur peau passa du rouge de la colère au blanc cendré. Ils fixèrent la juge Ramirez comme si elle était la mort incarnée ou le pouvoir qu'ils avaient si imprudemment affronté, la gravité de leurs actes. Ils ont entrevu le cauchemar qu'ils avaient déclenché, qui avait-il arrêté? De qui avait-il violé les droits? Ils avaient menotté un juge d'appel fédéral, l'un des magistrats les plus puissants des États-Unis, capable de faire dérailler n'importe quelle carrière de policier d'une simple décision. La terreur, la peur de tout perdre carrière, réputation, liberté ou les submergea tel un raz-de-marée. Thornton recula en titubant, son dos heurtant violemment le mur. Simmons se figea, tremblant de façon incontrôlable, respirant par à-coups. Une fois le choc initial passé, leur instinct de survie fondamental a repris le dessus. Ils savaient qu'ils devaient agir, faire n'importe quoi, pour tenter de remédier à ce désastre. Juge Ramirez. Commença Thornton, la voix tremblante. La voix de Thornton tremblait presque au-delà de toute entendance lorsqu'il fit un pas en avant, ses jambes lui semblant dures comme de la pierre. Son regard implorait la peur et le désespoir. Oh mon Dieu, on ne savait vraiment pas. On est désolé, 1000 fois désolé. C'est juste un terrible malentendu, une erreur impardonnable. Simmons reprit ses esprits, paniqué, et s'effondra à genoux, les larmes aux yeux. S'il vous plaît, votre honneur, pardonnez notre ignorance. Nous n'avons entendu que les commentaires, nous étions trop en colère. Ayez pitié, ne nous détruisez pas. Nous avons des femmes et des enfants à la maison. Ces supplications pathétiques et méprisables de la part des deux hommes qui, quelques instants auparavant, avaient agi avec tant de violence résonnaient désormais dans la minuscule salle. Pourtant, elles ne parvenaient pas à effacer le dégoût et la fureur dans les yeux des spectateurs. La juge Elena Ramirez se tenait droite et inflexible, son attitude digne et stoïque. Bien que sa propre humiliation et sa douleur fussent encore vives, cette démonstration tardive de contrition ne parvenait pas à la faire changer d'avis, elle avait vu trop de faiblesse et de tromperie dans son tribunal pour se laisser prendre à un drame aussi maladroit. Elle se tourna vers l'huissier stupéfait. Sa voix était calme, mais imprégnée d'une autorité indiscutable. « Agent, détachez-moi les menottes immédiatement. » Surpris, il chercha la clé à tâtons, les mains tremblantes, tandis qu'il libérait l'acier froid de ses poignets. Des marques rouges tachaient vivement sa peau. Maintenant, poursuivit la juge Ramirez en se frottant le poignet, contactez immédiatement le chef de la police de l'aéroport. Dites-lui que je suis là et exigez qu'il vienne sans délai. Prévenez également le bureau des marshals américains de ce district et le greffier de la Cour d'appel fédérale. Je souhaite que leurs représentants soient sur place au plus vite. N'étant plus la passagère tenue, elle s'exprimait désormais comme un chef de l'appareil judiciaire, donnant des instructions précises. L'huissier n'osa pas hésiter, il saisit le téléphone et passa les appels, la voix encore tremblante de choc et de peur. En moins de 30 minutes,
le chef de la police de l'aéroport arriva avec ses adjoints et ses officiers supérieurs de sécurité, leur visage pâle marqué par la tension. Des agents du service des marshals américains, chargés de protéger les juges et les tribunaux fédéraux, suivirent bientôt, aux côtés du marshal lui-même et de hauts fonctionnaires de la Cour d'appel fédérale. Leur arrivée simultanée transforma la petite station en épicentre d'une crise majeure, où l'urgence était palpable. Le chef de la police de l'aéroport s'inclina devant le juge Ramirez et présenta ses plus sincères excuses, exprimant ses profonds regrets pour la conduite inacceptable de ses subordonnés. Il s'engagea à mener une enquête approfondie et sérieuse. Une réunion d'urgence fut organisée sur place, au cours de laquelle le juge Ramirez, accompagné du greffier en chef du tribunal, relata l'incident dans son intégralité avec une clarté objective, de la provocation de Madame Whitman et de l'intervention partiale des agents Thornton et Simmons, aux insultes, à l'arrestation publique et au menottage. Face à son témoignage détaillé et à la présence d'agents fédéraux, le chef de la police n'avait aucune défense. Il a ordonné la suspension indéfinie des agents Mike Thornton et Jake Simmons, ainsi que la confiscation immédiate de leurs armes à feu, de leurs badges et de tout équipement. Il a demandé aux affaires internes de collaborer étroitement avec le FBI pour ouvrir une enquête criminelle complète. Tous les éléments de preuve pertinents et les images des caméras de sécurité de la porte C-14, les enregistrements des caméras piétons des agents et les déclarations du personnel de la compagnie aérienne et de sécurité devaient être scellés et conservés. L'identification et l'interrogatoire de Madame Catherine Whitman devenaient une priorité absolue. Les enquêteurs ont rapidement découvert son identité. Si elle n'avait pas encore décollé, elle serait placée en garde à vue pour interrogatoire. Si elle était déjà à bord, l'information serait transmise aux autorités de destination. Elle a été avertie de graves accusations criminelles potentielles, fausses déclarations à un fonctionnaire, malgré des vidéos claires et des témoignages, y compris ceux des agents qui avaient tenté de la protéger. Face aux preuves qui s'accumulaient, Madame Whitman abandonna son arrogance initiale et parut effrayée. Elle tenta faiblement de nier les allégations, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Pourtant, ce n'était que le début d'une véritable justice. L'enquête conjointe menée par les affaires internes de l'aéroport et la division des droits civiques du FBI a été rapide et exhaustive. Les images des caméras de sécurité, les images des caméras piétons et les témoignages concordants de témoins oculaires, dont celui du juge Ramirez, ont dressé un tableau incontestable de profilage racial, d'abus de pouvoir et de détention illégale. Le rôle de Madame Whitman, qui a incité les agents à diffuser des informations fausses et biaisées, a été identifié comme un facteur clé de l'escalade. Lorsque l'enquête s'est conclue par des inculpations formelles, les conséquences professionnelles ont immédiatement suivi. Le chef de la police de l'aéroport a décidé de licencier définitivement les agents Thornton et Simmons. Mais la perte de leur emploi n'était que le début de leurs ennuis judiciaires. Compte tenu de la gravité de la violation des droits civiques d'un citoyen, en particulier d'un juge fédéral de haut rang, le bureau du procureur général a engagé des poursuites pénales fédérales, privation des droits civiques sous couvert de la loi, détention illégale et complot en vue de violer les droits civiques. Leur procès fédéral a suscité un vif intérêt. L'accusation a présenté un dossier solide comme le roc, avec des preuves vidéo, de multiples témoignages et la déclaration percutante de la juge Ramirez elle-même. La défense a échoué face à des preuves aussi accablantes. Finalement, un jury a déclaré Thornton et Simmons coupables de tous les chefs d'accusation. Présidant la détermination de la peine, le juge fédéral a prononcé une sévère réprimande, soulignant les dangers d'une action des forces de l'ordre fondée sur des préjugés raciaux et la désinformation, la trahison de la confiance du public et la nécessité d'une sanction dissuasive. Compte tenu de la gravité des arrestations et des agressions illégales contre un juge fédéral, il a infligé des peines de 4 ans de prison à chaque agent, une peine sévère au regard des directives actuelles, mais qui envoie un message clair, l'abus de pouvoir ne sera pas toléré. Quant à Madame Catherine Whitman, ses fausses déclarations ne sont pas restées impunies. Menacée d'emprisonnement et d'une action civile devant le juge Ramirez, elle a rapidement négocié une peine moins lourde et accepté une amende conséquente pouvant aller jusqu'à $500 000 pour son comportement raciste et malveillant. Ainsi, justice a été rendue sous diverses formes à tous les responsables. Cette leçon amère, mais nécessaire, a renforcé l'importance de l'impartialité, du respect et de la responsabilité au sein des forces de police, et a rappelé à la société les conséquences néfastes des propos toxiques et des préjugés. Malgré tout cela, la juge en chef Elena Ramirez a conservé une dignité et une détermination inébranlables. Cette épreuve n'a fait que renforcer son engagement en faveur d'un système judiciaire juste et équitable, qui ne cède jamais à la discrimination ni à l'abus d'autorité. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si vous appréciez ce contenu,
cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne rien manquer de notre prochain article important. Demain, une autre histoire importante vous attend.